Amis internautes d'Ebuna TV, nous recevons sur le plateau de la grande interview Dr Nyapia Eddy Brice. Dr Nyapia Eddy Brice est enseignant-chercheur à l'INPHP, Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Il est aussi fondateur, pour ne pas dire responsable, de la Fondation Noé. Mais pour mieux le connaître, voici son portrait. Dr Nyapia Eddy est un acteur majeur de la transformation de la violence structurelle en non-violence, actif dans le milieu de l'éducation. En tant qu'étudiant, il a aidé et formé plus de 3500 étudiants en première année, licence, maîtrise et doctorat. Il doit ses résultats au système éducatif de type PSES qu'il a lui-même créé. Il est titulaire d'un master en conflictologie, un master en entrepreneuriat, un master en management stratégique et un doctorat en anglais. Dr Nyapia Eddy est actuellement enseignant-chercheur à l'INPHB de Yamoussoukro. Bonjour Dr Nyapia. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de Ebuna TV. C'est moi qui vous remercie. Nous parlerons avec vous, nous faisons, j'allais dire, une question dans le secteur éducation-formation ivoirien. Nous parlons aussi avec vous du franc CFA et nous parlons évidemment avec vous de votre fondation, la Fondation Noé. Avec votre permission, nous allons commencer, nous allons faire une incursion dans le système éducatif ivoirien, dans le secteur éducatif, le secteur éducation-formation ivoirien. Été secoué par une grève des enseignants. Quelles étaient les raisons de ce débrayage? Merci. Vous parlez d'avoir été secoué, mais ce n'est pas la première fois. Pour ceux qui observent février, en avril, il y a toujours des grèves. Donc ce n'est pas nouveau. Voilà, pour ceux qui observent bien. Donc vous verrez que l'année prochaine, à la même époque, si rien n'est fait, il y aura toujours des grèves. C'est quoi? Des conditions salariales, la revalorisation qui sont sûres. Donc nous ne sommes pas surpris en tant qu'observateurs et on sait exactement comment ça finit toujours. Vous n'êtes pas surpris? Non. Et pourquoi? Parce que c'est un système. Et on sait qu'à la même période, chaque année, les mêmes choses reviennent. Les gens s'étonnent, comment est-ce que je fais pour trouver les solutions aussi rapidement? Mais parce qu'il y a 4 ans en arrière, c'est la même situation et les mêmes solutions que j'avais proposées. Donc on sait à peu près de manière cyclique quels sont, n'est-ce pas, les moments de ces grèves-là. Voilà. Voudrez-vous nous dire que les partenaires de l'éducation ne font rien pour ne pas que ces grèves aient lieu? Oh non, pas qu'ils ne font rien, mais seulement qu'il y a des problèmes de fond. Il y a des problèmes de fond, il y a des problèmes de forme. C'est vrai qu'on résout une partie des problèmes, mais les problèmes de fond ne sont pas abordés. Et pour la dernière grève qui nous a été donnée de constater, on sait qu'il y a un cadre de concertation entre le gouvernement et les enseignants, ce qu'on appelait la plateforme, qu'on appelait un accord qui a été trouvé pendant 5 ans qu'il fallait laisser une trêve sociale qui avait été signée. Bon, comme toute attente, on a vu qu'il y a une grève encore qui a été lancée dans cette trêve sociale. Bon, il y a des revendications qui ont été mises sur la place, ils sont en train de négocier, il y a eu une réunion avec l'ensemble des partis à Bassam, il y a eu un communiqué final. On espère que les résolutions permettraient, n'est-ce pas, de faire en sorte que ce soit la dernière crise. Ok, voilà. J'espère que ce sera la dernière crise. Mais à votre avis, cette grève des enseignants était-elle justifiée? Non, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise grève. Chaque corporation a ses réalités. Voilà, donc on est toujours en droit de demander mieux. Mais tout dépend des modalités de demande de ce mieux-être-là. Est-ce que les demandes de ce mieux-être mettent en mal, n'est-ce pas, le système éducatif? Est-ce que ça ne crée pas d'autres problèmes? Autant de questions qu'on pourrait se poser. Voilà. À l'issue de cette grève, semble-t-il des salaires, pour ne pas dire de comptes, ont été mis sous contrôle? Tout à fait. Oui, je le dis. Il y a eu une trêve. Je rappelle qu'il y a une trêve qui devait durer pendant 5 ans où le gouvernement devait travailler. Et lorsque vous émettez un préavis de grève, et ça je le dis à tout le monde, vous êtes face à un employeur qui, lui, a aussi des moyens
vous fait ramener à la table de négociation. Et parmi ces moyens qui ont été utilisés, bien entendu, comme vous l'avez évoqué, des mesures conservatoires ont été prises, telles que le gel des comptes, même c'était comptes d'épargne qu'on a déploré, mais c'était peut-être un moyen pour le gouvernement de ramener les grévistes à la table de négociation. Mais il faut aussi rappeler que les grévistes aussi, il y a eu des rétentions de notes. Voilà, il n'y a que 3 jours, aujourd'hui nous sommes le 6 mai, il n'y a que 3 jours que les notes ont été libérées. Donc c'est des parts et d'autres, hein, c'est un peu ça, un peu les clés de la terreur. Parlons toujours de vos solutions. Oui. Quelles sont les solutions pour une paix véritable durable dans ce secteur d'éducation-formation? Bon, déjà, il faut passer par le dialogue, les problèmes sont sûrs. Lorsque les enseignants demandent une augmentation de l'indemnité de logement et que le gouvernement dit qu'il y a une trêve qui a été signée, bon, il faut négocier parce que les problèmes ne finiront jamais. Mais si nous échangeons très vite et très tôt sur les préavis des grèves, on peut anticiper. Parce que je sais que les préavis des grèves ont été déposés au moins 2 mois avant et c'est après qu'ils sont rentrés en grève. Donc il faut désormais discuter plus tôt. Les problèmes feront toujours partie de la vie, mais tout dépend de comment est-ce qu'on les aborde. Voilà, donc soyons proactifs. À l'issue de la grève, il y a eu un cas de discussion, comme vous l'avez tantôt. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il en est de cette discussion? Oui, je sais qu'il y a eu des échanges entre le gouvernement et les grévistes à Grand Bassam. Il y a certains points qui ont été abordés, des informations non encore vérifiées ont fait état de ce que le 1er mai, le Premier ministre devait annoncer de bonnes nouvelles qui ne sont pas venues. Et au niveau du supérieur, il y a une grève qui est pendante. Au niveau également, je sais qu'ils iront en assemblée générale. Une grève qui est pendante? Oui. Au niveau du supérieur, il y a une grève qui est pendante. Je sais qu'ils iront en assemblée générale le 8, où quelque chose sera arrêté. Et je sais également qu'au niveau du secondaire et du primaire, il y a encore une grève qui est pendante. Donc ce n'est pas encore fini. Donc si je comprends bien, je veux dire, il n'y a pas eu d'accord. Il n'y a pas eu de satisfaction. Voilà. Satisfaction. Il n'y a pas eu de satisfaction. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'on anticipe? Est-ce qu'on fait au moins la moitié, le tiers pour satisfaire? Parce que dans moins d'1 mois, nous irons aux examens qui peut être utilisé comme rapport de force. Donc je pense que c'est le moment d'anticiper. Et si le pouvoir, je ne vais pas dire le gouvernement rusé avec les enseignants? Rusé, je ne dirais pas rusé. Parce que lorsque vous promettez quelque chose, il faut avoir les moyens de le faire. Et quand on ne peut pas, on ne peut pas. Parce qu'on peut dire qu'on peut, et quand on n'a pas les moyens, on ne le fera pas. Donc il faut négocier. Il faut négocier. Voilà. D'accord. Mais il y a quelque chose que nous remarquons dans ce secteur d'éducation-formation. Les grèves sont toujours portées sur le volet social. Les enseignants ne parlent pas souvent de leurs conditions de travail. Ne parle pas, je ne pense pas, mais peut-être que ne mettent pas trop l'accent. Et ça, je m'adresse aux enseignants. C'est bien de demander des indemnités de logement, mais mais il y a certains points sur lesquels les enseignants gagneraient à insister, surtout les conditions de travail. La surpopulation dans les salles de classe, qui bien entendu va les tuer à petit feu. Donc, ensemble, pendant qu'on demande l'augmentation des indemnités de logement, il faut revoir également les conditions de travail pour un enseignement de qualité. Il n'y a pas de problème. Voilà. On va y arriver. Je vous en prie. On voit souvent porter sur les réseaux sociaux, je ne dirais pas des critiques acerbes, des critiques sur le système éducatif ivoirien. Qu'est-ce que vous reprochez véritablement à ce système? Non, critique acerbe, non. C'est que lisez bien. Lorsque je relève un fait, je fais toujours des propositions. Parce que l'éducation est pour la société ce que le sang est pour le corps humain. Si l'éducation a des problèmes, la société elle-même sera en crise. Donc c'est une notion de responsabilité partagée. Voilà. Lorsque nous faisons le tour des salles de classe, les surcharges, le nombre pléthorique d'enseignants, d'étudiants et d'élèves dans les salles de classe ne permettent pas aux enseignants d'être compétitifs, mais d'être performants. Donc nous disons, et ce conformément à l'article 10 de la Constitution qui stipule qu'il faut former les jeunes selon les normes internationales de qualité. Ces normes internationales de qualité, le maximum de ratio, c'est un enseignant pour 35. Un enseignant pour 35 élèves au maximum.
Au-delà des 35, vous êtes en effectif pléthorique. Et le seuil tolérable, c'est 40. Or, ici, nous avons des salles de classe où on a jusqu'à 140. Je connais des salles de classe où on a 140 élèves. Qu'est-ce qu'un enseignant, une personne humaine, peut montrer à 140 personnes en une heure de cours? Il ne pourra pas. Il y a forcément des personnes, des enfants qui seront dans les salles de classe, mais qui ne seront pas couverts par l'éducation. Ils sont scolarisés, certes, mais ils n'auront pas accès à l'éducation. Parce qu'ils sont près de 5 fois le seuil tolérable en matière d'éducation de qualité. Et je sais, j'ai vu le gouvernement, le slogan de cette année, l'engagement pour tous, ou une école de qualité. Donc moi, je ne fais que m'engager. Je ne fais rien de nouveau. On dirait que vous êtes idéaliste. Je suis réaliste. Je connais les moyens de la Côte d'Ivoire, je connais le potentiel de la Côte d'Ivoire et je sais qu'on mérite mieux que ce à quoi nous assistons actuellement. Et ça, on ne pourra qu'agir pour cela parce qu'on sait que c'est possible. On sait que c'est possible. Devons-nous désespérer du système éducatif ivoirien? Non. Lorsqu'on perd espoir, on est sans défense face à la vie. Donc, ce combat que nous menons, pour ceux qui viennent de nous découvrir, ne date pas d'aujourd'hui. Il date des années 2000. Dieu merci, nous avons pu traverser le système éducatif depuis le primaire, le secondaire à l'université jusqu'à finir le doctorat. Et on dit, avec lucidité et courage, que nous ne sommes pas dans la bonne direction. Donc, l'espoir est permis parce que nous avons étudié le système éducatif du dedans comme du dehors. Et on sait ce qu'il faut faire, ça ne coûte pas grand-chose. Si rien n'est fait, en 2021, nous risquons une crise de l'emploi. Dans tout système, il y a un système pédagogique. Tout à fait. Vous n'avez pas de critiques face à cette pédagogie? Non, pas de critiques, mais des remarques. Je change avec des enseignants et je leur dis, est-ce que vous êtes satisfait des méthodes que vous utilisez pour évaluer les enfants? Ils ne sont pas d'accord. Et nous également, nous ne sommes pas d'accord. Pourquoi? Simplement parce que la compétence n'est pas transférée comme il se doit. Lorsque vous enseignez, vos élèves sont évalués. Et pour ce qui concerne l'éducation, il y a ce qu'on appelle le PASEC. Le PASEC, c'est le programme d'analyse des systèmes éducatifs. Chaque pays a un système éducatif et le PASEC est chargé d'évaluer la performance de chaque système éducatif. Le dernier qui a été fait en 2014, c'est-à-dire il y a 4 ans, lorsque on prend 100 élèves qui ont le CPE, 74% n'ont pas le niveau en mathématiques. C'est-à-dire un détenteur du CPE n'a pas le niveau, le seuil en mathématiques, et 62% n'ont pas le niveau en lecture. Or, ils détiennent le CPE, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc comment il fait pour avoir ce CPE sans avoir le niveau en lecture ni en mathématiques? Ce sont les compétences de base. Lorsqu'on finit le cycle. Vous avez fait le diagnostic? Non, c'est les effectifs pléthoriques, je le dis. Lorsque vous mettez un enseignant pour 100 élèves, il a 0,36 secondes. Je suis d'accord. Le nombre pléthorique des élèves, je suis d'accord avec vous, mais au niveau de la pédagogie aussi. C'est la pédagogie. C'était la PPO, après l'APC, aujourd'hui FPC, c'est des pédagogies. Au-delà des noms qu'on peut donner, pédagogie par objectif, approche par compétence, etc., et je l'ai dit que l'APC, et ça je vais insister là-dessus, l'APC, l'apprentissage par compétence. En anglais, c'est le Competency Based Education. D'où ça vient? Aux États-Unis, dans les années 1938, il y avait beaucoup de migrants. Donc, il fallait trouver un système d'évaluation rapide pour permettre à ceux qui travaillaient déjà d'avoir au moins des diplômes pour ne pas être renvoyés chez eux. Les travailleurs? Pour les travailleurs. Les travailleurs, mais adultes. Travailleurs adultes. Voilà. Donc, ici, on parle d'andragogie, qui est l'enseignement des adultes. Donc, l'évaluation était vraiment sommaire, ce n'était pas approfondi. Des QCM rapidement pour valider les acquis de la formation et on permettait à ceux-là d'avoir le diplôme. Donc comment est-ce qu'on peut superposer l'enseignement des adultes qui est l'andragogie aux jeunes qui ont besoin de pédagogie? Ça ne passera pas. Donc 2009, nous étions dernier de l'OIF. En 2014, nous étions avant-dernier. Donc on se pose la question, est-ce que ce système est adapté? Tous les enseignants s'en plaignent. Récemment, dans le mois de février, nous avons vu une note circulaire
qui demandait aux enseignants d'évaluer les élèves formés sur les méthodes PPO. Alors qu'à l'école de formation, on leur a appris... Oui, l'APC. L'APC qui est appliqué. C'est-à-dire qu'en début d'année, il y a des conseillers qui parcourent les écoles pour montrer l'APC, etc. Et 2 mois après la rentrée, une autre circulaire dit non, d'évaluer selon l'APC. Il y a un souci. On regarde courageusement ce qui marche, on l'applique. On regarde ce qui ne marche pas et on change. Et ça, c'est une question d'honnêteté intellectuelle. Concrètement, quelles sont vos solutions pour un système éducatif de qualité? Non, on commence d'abord par le primaire. En fin de cycle primaire, il y a des choses, il y a des compétences que doit avoir un élève qui sort du cycle primaire. Il faut, ramener le ratio au seuil tolérable, c'est-à-dire 45 maximum. Nous pouvons prendre 1 année ou bien 2 années d'essai, c'est-à-dire, on voit l'effectif en Côte d'Ivoire. Si on doit ramener l'effectif à 45, quel est le nombre de salles à construire? Quel est le nombre d'enseignants à recruter? Vous voyez? Et puis, on fait la planification. Sinon, on aura beaucoup de personnes qui passent en classe supérieure sans être vraiment formées. Mais demain, ce sera des bombes à retardement. Parce qu'ils ne seront pas économiquement actifs, ils ne seront pas formés. Il faut revenir au ratio. Il y a des matières qu'il faut enlever. Un enfant qui est au CM2 à qui on enseigne, par exemple, la bataille de Kirina, Kumbi Salé, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Il faut ramener l'enseignement à nos réalités. À nos réalités. Un enfant de CM2 qui récite, par exemple, le sous-sol anglais au 15e siècle, qui récite, par exemple, que les grandes découvertes, c'est la caravane, l'astrolabe, aujourd'hui on n'étudie plus la caravane. Aujourd'hui on parle de GPS. Donc, il faut actualiser le contenu de formation. Parce que vous ne pouvez pas agir au-delà de vos connaissances. Si le contenu de la formation est passéiste, au moment d'agir, il verra que ça n'a pas de rapport avec la réalité. Il faut actualiser simplement. Il faut actualiser. Mais le gouvernement ivoirien fait quand même des efforts dans la construction de salles de classe, oui, dans le recrutement d'enseignants, oui, dans la réévaluation des salaires. Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est une très bonne chose. Mais l'éducation est un système. C'est-à-dire que même si on construit 1000 salles de classe et que ce qui est enseigné dedans ne permet pas à celui qui sort de la salle de classe d'être économiquement actif, donc on va juste multiplier le nombre de chômeurs. Les salles de classe sont construites, les tables de banc sont fournies, les enseignants sont recrutés. C'est bien. Mais une fois qu'on fait interagir tout ça, 74% n'ont pas le niveau en lecture. Et 72% n'ont pas le niveau en mathématiques. Donc en même temps qu'on applaudit la construction des salles de classe, qui est le domaine de l'infrastructure, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on y enseigne? Comment on y enseigne permettra de capitaliser les investissements. Parce que je sais que c'est de gros investissements qui sont faits. Mais pourquoi? Quelle est la finalité de ces investissements? C'est pour une qualité d'enseignement. Est-ce qu'on a la qualité? La réponse est non. La réponse est non. Maintenant, on peut prouver le contraire, le débat est ouvert. Le gouvernement y travaille. Oui, mais pendant qu'on y travaille, les problèmes n'attendent pas. Le marché de l'emploi n'attend pas. Oui, c'est vrai, mais je vous dis que nous revenons d'une guerre. La Côte d'Ivoire a eu plusieurs crises. Oui. Non, financièrement, le pays est en difficulté. Non. La Côte d'Ivoire, je souhaiterais encore également rassurer les uns et les autres. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays pauvre. Ah bon? Non. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays pauvre. C'est vrai que nous avons un budget de 7 235 milliards, c'est vrai. Mais lorsqu'on voit les montants investis dans l'éducation, j'ai dit qu'on peut faire mieux. On peut faire mieux. Parce que nous formons des enfants au rabais, mais à la fin, on va encore dépenser de l'argent pour leur trouver du travail. En créant par exemple l'agence emploi jeune. Pourquoi ne pas intégrer les activités, les modules de formation de l'agence emploi jeune dans le système? Puisqu'on sait pertinemment qu'ils seront au chômage. Donc on crée une agence pour leur trouver du travail. Il y a un souci. D'accord. Vous disiez tantôt que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays pauvre. Non. C'est une transition, faire une incursion dans la situation économique du pays. Ok. Est-ce que vous pouvez nous donner les caractéristiques de cette économie, l'économie de la Côte d'Ivoire ne date pas d'aujourd'hui. Il y a eu 3 phases. La première phase était dans les années 60 jusqu'aux années 85, avec les investissements massifs
qu'a fait l'ancien président Félix Boigny. Oui, tout à fait. Avec la création, on l'a vu, d'industries de transformation, mais de semi-transformation à l'entrée de chaque grande ville. On a vu les Unicao, les Uniries, etc. L'objectif, c'était de transformer l'agriculture. Nos matières premières. Vous voyez que ça a produit ce que ça a produit. On a connu un boom économique. Et à partir de la fin des années 80, il y a eu une crise. On n'a pas su anticiper les grands changements. On a eu une dévaluation en 1993. Ça a plombé l'économie. Ce qui devait relancer l'activité, on n'a pas suivi. Donc, on est rentré dans une forme de récession économique avec des coupes, des programmes d'ajustement structurel, des passes, etc. Sur le papier, le programme d'ajustement structurel est très bon. Sur le papier. Sur le papier. Concrètement. Mais oui, parce que une mesure économique qui permet de générer des flux financiers, ça passe. Mais est-ce que les personnes qui vont appliquer les programmes ont la capacité de le faire? Non. Donc on est allé à la dévaluation. Docteur Niapé Brice, quelle est la place des nationaux dans l'économie ivoirienne? Les nationaux, il faut dire que... Les Ivoiriens, oui, mais l'économie, et je le dis, appartient à ceux qui investissent. Est-ce que les nationaux investissent? Si oui, quel est le pourcentage? Je ne pense pas. Ils n'investissent pas, donc ils ne peuvent pas avoir une place prépondérante dans l'économie. Ça, c'est un fait. Aujourd'hui, quand vous prenez toutes les grandes enseignes, la structuration de l'économie actuellement, nous sommes en 2019, est caractérisée par ce qu'on appelle les investissements directs étrangers. C'est-à-dire que des étrangers arrivent avec leurs capitaux, ils investissent, ils créent des entreprises, et ils reprennent les fonds et ils retournent. Donc il n'y a pas encore de champions nationaux pour investir dans les secteurs clés tels que l'agriculture, la distribution, la transformation, qui vont permettre de générer des revenus qui vont réinvestir ici. Vous prenez tous les secteurs d'activité, même depuis les pièces détachées. Parce que pièces de réchange, c'est détenu par des non-nationaux. Mais il ne faut pas leur jeter la pierre. En tout cas. Parce qu'il faut que nous soyons responsables. Et je l'ai dit qu'en 2017, 75 000 jeunes diplômés ivoiriens ont mobilisé 27 milliards pour passer le concours du CAFOP. 27 milliards? Oui, pour passer le concours du CAFOP. C'est la fonction publique? Oui, la fonction publique. Mais quel est le retour sur investissement de ces 25 milliards? Rien, à part votre salaire. Un investissement bête pour l'État? Non, pas pour l'État, parce que ce n'est pas l'État qui mobilise ses moyens. C'est les populations eux-mêmes qui mobilisent ces moyens pour passer les concours. Donc ils ont l'argent, mais ils ne savent pas ce dans quoi investir. Donc ils ne sont pas pauvres en tant que tels, mais ils n'ont pas de notion d'investissement. Et vous reprenez encore cette année, lorsque le concours du CAFOP a été lancé, niveau BEPC, 5000 places, il y a eu 72 000 personnes. 5000 places? 5000 places, 72 000. Qu'est-ce que vous nous dites? Les Ivoiriens ne sont pas portés vers l'entrepreneuriat, vers les investissements. Je dis que l'économie appartient à ceux qui investissent. Et si je comprends bien, les Ivoiriens sont portés sur le fonctionnariat? Sur le fonctionnariat. Or, la Banque mondiale a démontré que lorsque vous prenez 30 années de service, après 30 ans de service, il y a 65% des travailleurs qui sont surendettés. Je ne dis pas endettés, je dis surendettés. Au-delà de l'endettement? Au-delà de l'endettement. Il y a 25 qui sont endettés et il n'y a que 10% qui arrivent à maintenir un équilibre budgétaire. Donc, aucun fonctionnaire à sa retraite ne sera riche. Aucun. Aucun. Donc, voici... Allez-y. Je ne dirais pas que la place des Ivoiriens est inexistante dans l'économie. Je ne dirais pas cela. Mais... Non, leur place est existante, mais ils sont du côté de la consommation, pas du côté de la production. Okay. Lorsque une entreprise étrangère ouvre un supermarché, mais ce n'est pas les étrangers qui viennent consommer. C'est les Ivoiriens. C'est les Ivoiriens qui viennent consommer. Donc, ils ont une place, mais ils sont des consommateurs. Oh, ils doivent être des producteurs. Les étrangers ont une place prépondérante dans l'économie ivoirienne. Qui contrôle réellement l'économie ivoirienne? L'économie est gérée par ceux qui investissent. Et je le dis, ces investissements qui sont faits en Côte d'Ivoire, puisque nous sommes en Côte d'Ivoire, ce sont les Ivoiriens qui consomment. Donc ils font partie de l'économie, mais ils sont du côté de la consommation. Ils ne sont pas des producteurs. Mais qui produit? Mais c'est ceux qui investissent. Précisément, concrètement. Lorsque vous prenez peut-être les secteurs des shawarma et tout ce que, c'est tenu par les Libanais. Les Libanais, ok. Ils investissent, ils prennent leur temps. Mais ces montants qu'ils investissent, il y a certains Ivoiriens qui ont ce même montant, mais ils n'investiront jamais dans ce secteur, qui est pourtant rentable.
Mais par contre, ils vont y aller consommer. Donc, soyons plus responsables. Lorsque vous prenez le chocolatier français, c'est moi, je l'ai dit, a dépensé 4 milliards pour ouvrir une usine de chocolaterie, c'est moi, pour ici, 4 milliards. Or, je vous dis tantôt que les diplômés ont mobilisé 25 milliards. 5 milliards pour passer le concours du CAFOP. Donc, il y a une notion ou bien un déficit de connaissances en matière d'investissement. Donc, tant qu'on va passer notre temps à nous plaindre, les étrangers détiennent l'économie, mais c'est un fait. Tant que vous ne vous mettez pas ensemble pour investir aussi, créer de la valeur, vous n'aurez rien. Donc, à quoi est-ce que nous passons notre temps? Dans quoi est-ce que nous investissons? Est-ce que c'est l'amusement? Est-ce que c'est la boisson? Ou bien est-ce qu'on investit dans du solide pour créer de la valeur? C'est un choix, il faut assumer. Il faut assumer. C'est tout. Selon le gouvernement ivoirien, le pays a une croissance à 2 chiffres. Qu'est-ce qu'on attend par cette croissance à 2 chiffres? Bon, là encore, lorsque vous voulez parler de la santé économique, vous avez 2 indicateurs. Il y a la croissance et il y a le développement. Croissance et développement. La croissance, c'est l'accumulation quantitative de quelque chose. C'est-à-dire que si des femmes déposent des ordures à un même endroit, pendant un certain temps, ça va croître. Ça, c'est la croissance. Par contre, ces mêmes ordures, on peut les transformer en biogaz, en engrais, etc. Là, on est dans le développement. Donc, on peut avoir beaucoup de quelque chose. Mais si on ne transforme pas pour améliorer une situation, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Aujourd'hui, il faut tabler sur le développement. Sur le développement et non sur la croissance. Il y a une nuance? Il y a une nuance. Le développement, c'est le partage de toutes les richesses qui sont créées et ça se ressent dans la vie de chacun. Ça, c'est le développement. La croissance, c'est l'accumulation. Voilà, c'est tout. Les gens vont investir, les gens vont dépenser, on dit que le PIB est monté. Le PIB, c'est l'ensemble de tout ce qui est produit sur un territoire donné, mais produit par qui? Qu'est-ce qui dit cette croissance économique? La croissance économique en Côte d'Ivoire est, je dis, tirée par les investissements directs étrangers. C'est-à-dire que des non-nationaux investissent massivement. Le Maroc, les Libanais, les Français, les Américains, ils investissent. Bien entendu, il y a une abilité économique. Donc, c'est normal que la croissance est visible. Mais au moment de la répartition, et c'est là que le problème va se poser. Donc, il y en a qui disent non, on ne mange pas goudron, on ne mange pas ceci. Sinon, la croissance peut être là, mais il faut que ça se ressente sur la population. Est-ce que, selon vous, cette croissance économique à 2 chiffres impacte véritablement la vie, je ne vais pas dire le quotidien des Ivoiriens? Non, mais c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Vous voyez que l'économie... Oui. Selon vous, est-ce que ça impacte? Il y a un impact, une influence sur le quotidien des Ivoiriens? Oui. L'influence peut être positive comme négative. Bon, positive, par exemple. Pour être impacté positivement par l'économie, il faut être soi-même un acteur économique. Vous voyez un peu? Donc, tant qu'on est spectateur de l'investissement des autres, on ne peut pas, bien entendu, être impacté par cette économie. C'est un peu comme un abonnement de SODECI ou de CIE. Si vous n'avez pas votre abonnement d'eau, c'est sûr que lorsque vous ouvrez le robinet, rien ne coule. Pour que cet investissement, enfin, cette croissance impacte notre quotidien, il faut investir dans l'économie. Il faut être soi-même investisseur dans l'économie. Il faut aller vers l'entrepreneuriat. Il faut aller vers l'entrepreneuriat, vers l'auto-emploi. Il y a beaucoup de secteurs aujourd'hui qui sont des secteurs qui génèrent du cash, que nous négligeons. Donc tant que vous n'êtes pas un agent économique, tant que vous n'investissez pas, l'argent ne peut pas venir vers vous. Parce que même si des masses monétaires se créent, on ne va pas distribuer l'argent à chaque carrefour, à chacun. Non, 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 non. Il faut avoir une activité qui permet de capter ces flux financiers-là et avoir ça dans sa poche. Donc allons-y vers l'investissement. Allons-y. Dans votre émission, nous allons maintenant parler du franc CFA. Les profondeurs de cette monnaie, parce que cette monnaie est nocive pour les économies de la zone franc. Le disent-ils à tort ou à raison? On a déjà eu ce débat, mais... et je vais mettre tout le monde à l'aise. Voilà. Le franc CFA a été créé en 1945, on le sait, par De Gaulle, l'historique, on le sait. En 1956, Kwame Nkrumah,
qui est l'ancien président du Ghana, a écrit un livre assez intéressant, Le néocolonialisme, le dernier stade de l'impérialisme. Et à la page 6, il y a un paragraphe qui est très évocateur. Il dit que les pays qui sont soumis au néocolonialisme, en apparence, ils sont indépendants. Leur monnaie, leur économie, leur politique est gérée par l'extérieur. Leur monnaie et leur économie. Donc, Nkrumah avait déjà dit ça par la tutelle. En 1956. Donc, nous sommes en 2019. Répéter les mêmes choses que Nkrumah avait déjà dit en 1956, pour moi, ce n'est pas extraordinaire. La vraie question, comment en sortir riche, vivant et libre? Le franc CFA a au moins 12 implications. Il y a l'implication monétaire, comme on le voit, le billet des banques. Attention, il y a l'implication militaire. Ah bon? Ah oui, ah oui. Regardez chaque pays qui utilise le franc CFA, vous verrez une base militaire française. Et pourquoi? Parce qu'il faut protéger son économie. Il faut protéger ses intérêts. L'économie de qui? Mais le franc CFA, et j'en arrive au troisième, le franc CFA a une dimension stratégique. C'est-à-dire que c'est le symbole de l'influence de la France en Afrique. C'est un moyen de leur volonté de puissance. Il faut comprendre ça. Il y a aussi l'implication économique. Parce qu'il faut faire la différence entre l'économie et la monnaie. Il y a aussi l'implication politique. Pour être influent, il faut avoir des zones d'influence. Plus d'implications. Il y en a 12. Il y en a plusieurs. Le billet que vous voyez, même pour brûler autant de billets de banque, vous ne sortirez jamais du franc CFA. Parce qu'on n'en sortira pas comme on sort d'une chambre à coucher. Mais cette monnaie a quand même des avantages sur nos économies? Lorsqu'on regarde la structuration de nos économies, avantage, non, je dis. Avantage, je ne dirais pas, mais quelques aspects quand même. Parce que la convertibilité, aujourd'hui, si nous voulons créer notre propre monnaie, comment est-ce que nous allons garantir nos avoirs? Comment est-ce que nous allons approvisionner notre banque centrale? Sur quelle base? Aux États-Unis, c'est de l'or. Est-ce que nous avons suffisamment d'or pour garantir? Est-ce que nous sommes des producteurs ou bien est-ce que nous sommes des consommateurs? Parce que si vous ne produisez pas, votre balance commerciale sera déficitaire et vous allez rentrer en inflation. Et regardez ce que nous consommons qui produit. Est-ce que c'est produit localement? Si ce n'est pas le cas, commençons à produire localement. Donc pendant que nous sommes en train de discourir si c'est bon ou pas, etc., il faut voir est-ce que nous développons les capacités pour avoir cette rigueur monétaire-là, pour que demain, si nous avons notre monnaie, nous puissions être riches, vivants et libres. La Côte d'Ivoire doit-elle créer sa monnaie? La Côte d'Ivoire, elle seule, c'est vrai que même si elle fait 40% de l'UEMOA, ne peut pas à elle seule avoir une monnaie forte. Il faut forcément un ensemble de pays et il faut un marché commun pour que la monnaie ait une force. Parce que l'économie, l'activité économique soutient la monnaie. Vous pouvez avoir une monnaie forte, mais si vous n'avez pas d'économie, c'est zéro. Comme vous pouvez avoir une monnaie faible, mais si vous produisez les biens économiques que vous exportez, vous serez riche. C'est un peu comme la Corée du Sud. Le franc CFA est supérieur au sud-coréen. Mais les Sud-Coréens ont une industrie. Ils fabriquent des voitures qu'ils importent. Donc, du coup, ça leur génère de l'argent. D'accord. Voilà. Il y a le processus de création d'une monnaie unique dans la zone CEDEAO. Tout à fait. En 2020. Tout à fait. Quelles sont les conditions pour que cette monnaie, pour ne pas dire future monnaie, est véritablement, pour ne pas dire booste, notamment les économies de cette zone? Ok. Donc, c'est bien qu'après les années 60, les Africains se mettent ensemble pour créer une monnaie unique. Mais la première condition pour qu'une monnaie puisse avoir de la valeur, c'est la stabilité politique. Une monnaie, ce n'est qu'un papier. Donc, la valeur repose sur la confiance qu'on accorde à l'organisme qu'il a émis. Et surtout sur la stabilité des investissements. Donc, est-ce que nous sommes prêts à faire une alternance sans forcément passer par la violence et les troubles? Parce que dès qu'il y a des troubles, la monnaie va chuter. 1. Alternance politique pacifique. Sinon, votre monnaie risque de se déprécier et vous allez rentrer en hyperinflation. Ensuite, la production des biens. Est-ce que vous produisez ce que vous consommez? Ou bien vous êtes des consommateurs? Non, il faut revenir à la production. Et stabilité économique. Stabilité économique, stabilité politique. Mieux, il faut avoir un système de santé. Parce qu'il faut vivre longtemps pour produire, pour soutenir son économie. Bien évidemment. Ensuite, un système éducatif.
Si vous remettez 10 millions à une personne qui n'a jamais fait de formation, qui ne s'est pas investi, 6 mois après, elle va devenir pauvre. Donc, il faut de la connaissance du capital humain pour fructifier les investissements. Donc, on revient encore à un système éducatif permanent. Vous prenez tous les pays qui ont leur propre monnaie, ont ces caractéristiques-là. Stabilité politique. Maroc, Afrique du Sud et les autres pays. Je prends toujours le Maroc. Meilleur système éducatif. Tous les Ivoiriens aujourd'hui qui ont les moyens, à défaut d'aller en France, vont au Maroc. Meilleur système de santé. Vous prenez tous les Ivoiriens, à défaut d'aller se soigner en Europe, vont se soigner au Maroc. Meilleur système militaire, parce qu'il faut protéger son économie. Si vous n'avez pas une armée forte pour protéger votre économie, vous serez toujours en train de résoudre des crises internes, sans prospérer. Votre économie. Donc, aujourd'hui, on a les djihadistes, la menace terroriste qui est là, qu'il faut enrayer. Il faut permettre une libre circulation des biens et des personnes pour que les marchés puissent s'étendre. Supprimer les barrières douanières, les barrières de visas, etc. pour que celui qui est à Korogo puisse aller vendre au Bénin, à Porto-Novo, celui de Porto-Novo puisse venir vendre à Issia. Parce que s'il n'y a pas d'échange, on ne peut pas avoir un marché fort. Notamment, est-ce que, selon vous, les pays francophones peuvent-ils se soustraire de la tutelle française pour aller vers la création de cette nouvelle monnaie? C'est un projet. Une fois qu'il y a la volonté, il faut se donner les moyens d'atteindre ses objectifs. Et le rôle de la réflexion, c'est de lever les obstacles à l'atteinte d'un objectif. Donc, quelles sont les atteintes, quels sont les obstacles qui jusqu'ici nous ont empêchés d'avoir cette monnaie? Il faut réfléchir et ne pas retomber dans les pièges du passé. Nous savons, vous et moi, qu'il y a une concurrence, il peut y avoir une concurrence entre les pays francophones, anglophones et lusophones vers la création de cette monnaie. Il faut avoir... Oui, mais la compétition... Non, la compétition est naturelle. Et je veux que les Ivoiriens ou bien les Africains se débarrassent de cet esprit où on doit les laisser faire. Non, on ne vous laissera jamais faire. L'indépendance économique, ça s'arrache, ça se conquiert, ça se conserve, ça se développe. C'est toujours de l'action. Donc ne pensez pas qu'à un temps T, les gens seront tellement fatigués qu'ils vont vous laisser maintenant vous développer. Ça n'existera pas. On peut prendre 100 ans à attendre, ça n'arrivera pas. Il y aura toujours de la compétition. Il faut avoir cette volonté de puissance, cette volonté de conquête pour conquérir les espaces. Merci, monsieur. Docteur Niapia-Brice. Je vous en prie. Nous arrivons maintenant avec votre fondation, la fondation Noé. Qu'est-ce qui a motivé la création de cette fondation? Nous l'avons créée en 2004. Et lorsque nous sommes arrivés à l'université, on s'est rendu compte que le contenu de la connaissance qui était donné aux étudiants ne leur permettait pas d'avoir cette volonté de puissance. Parce que nul ne peut agir au-delà de ses connaissances. Nul ne peut agir au-delà de ses connaissances. Au-delà, c'est pas possible. Vous prenez la Côte d'Ivoire, qui est un pays très riche. Si la connaissance qu'on donne aux gens est pauvre, ils vont tout voir en pauvreté. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait de la recherche. Aujourd'hui, pour avoir un esprit entrepreneurial, qu'est-ce qu'il faut savoir? Pour avoir le développement personnel, qu'est-ce qu'il faut savoir? Pour avoir une capacité d'analyse, qu'est-ce qu'il faut savoir? Donc, on a combiné toutes ces connaissances. Parce que la connaissance, c'est une force. Elle ne remplace pas l'action, mais donne de la puissance à l'action. Et si on veut devenir un pays puissant, il faut une puissance dans la connaissance qu'on donne à nos jeunes. Donc, nous avons créé la fondation, on a créé des programmes, on a fait des essais, on a fait des tests. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous déployer dans 10 villes de la Côte d'Ivoire. Il y a des maires qui ont compris, qui nous ont logés, et ça se ressent rapidement sur les populations. Donc, au niveau de votre fondation, vous développez des compétences. Développer des compétences, mais des bilans de compétences. Lorsque vous n'arrivez pas à atteindre un objectif, n'accusez pas le sorcier, le frère qui est au village, non. C'est parce que vous ne savez pas comment faire. Vous ne savez pas. Or, quand vous savez, vous osez. Vous osez. Donc, notre rôle, c'est de donner des formations de qualité, qui est recherchée ailleurs. On a étudié sur les 4 continents. États-Unis, France, Europe, en Asie. Et on a combiné toutes ces connaissances-là et à des coûts très accessibles. Non, je comprends bien. Vos auditeurs passent de chercheurs d'emploi à créateurs d'emploi. Et nous prenons une trentaine d'auditeurs chaque session, mais les résultats sont extraordinaires. Donnez un peu de cas Non, je prends simplement un jeune qui mobilisait de l'argent, autour de 600 000 pour aller passer le concours du CAFOP, je le dis.
Il a juste pris 80 000 pour venir se faire former à 3 mois chez nous. Il a créé une salle de sport. Le premier mois, 1,5 million de revenus. Le premier mois. Il y a une autre jeune dame qui a également démissionné même de son poste, venue faire la formation aujourd'hui. Elle a 4 entreprises. 4 entreprises. Un autre jeune homme, après son BTS en finance comptabilité, qui était déprimé, désespéré, parce que sa mère a vendu, n'est-ce pas, du poisson pour le scolariser. Il s'attendait à ce que l'État le prenne en charge la nation de mais pendant 2 ans, rien, même pas un stage. Après la formation, il a repris l'activité de vente du poisson de sa maman. Aujourd'hui, des détaillantes, elle est grossiste. Elle se repose, des gens travaillent pour elle, et avec ce même commerce des poissons, il est en train de financer une formation en master en finance, à hauteur de 2 millions. Un autre jeune homme qui a fini, il est conseiller d'un PDG d'entreprise. Il a juste demandé à faire un stage, mais on a ressenti une puissance dans ce qu'il disait, dans ce qu'il faisait et dans ce qu'il savait. Donc, vous entendez parler, la Fondation Noué est bienvenue pour le développement de l'économie de la Côte d'Ivoire. Oui, je le dis. Aujourd'hui, nous n'avons pas les leviers pour réformer en profondeur et directement le système éducatif. Donc, on va créer un système parallèle pour que les gens aient accès à cette connaissance-là. Et peut-être, et je suis sûr, dans moins de 2 ans, ces programmes seront intégrés. L'entrepreneuriat, le développement personnel, la capacité de financement. Lorsque vous prenez une localité donnée, lorsque les gens ont les mêmes intérêts économiques, ils ont une autre manière de faire la politique. Lorsque vous n'avez pas d'intérêt économique commun, vous avez une autre manière de faire la politique. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si vous et moi, nous avons une boutique ou bien un magasin, au moment de se battre, on ne va jamais aller vers ce magasin. Ou on va se battre autrement. Okay. Donc notre objectif, c'est de créer des groupes d'intérêt économique dans chaque localité que nous visitons pour que les gens soient des investisseurs. Il y a toujours du potentiel quelque part qu'il faut développer. Et c'est ce que nous faisons. Monsieur Yapia Brice dit, nous arrivons au terme de notre interview. Votre dernier mot. Je tenais à dire merci à Ebimnia TV, merci à votre dynamique équipe. Long vent à votre émission. Ce que nous souhaiterons dire aux Ivoiriens, l'espoir est permis. Aujourd'hui, il faut se débarrasser de tout ce qui est comme peur. Dieu est dans l'action, comme je le dis toujours, et l'inaction n'est plus une option. Tant que vous agissez, vous allez obtenir des résultats. Le temps de pleurnicher est terminé. Le temps de décrire est terminé. Le temps de se plaindre est terminé. Aujourd'hui, il faut se lever et agir. Et Dieu est dans l'action. Je vous remercie. Dieu est dans l'action. Merci, Dr Yapia Brice. Merci à tous. À bientôt pour un autre numéro de la Green Interview.